Bonjour à tous, merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Euh, Mon nom est Romain Pisani, je suis consultant pré-vente pour Valiantis. Je vais effectivement animer ce webinaire pour les prochaines 30 minutes. Notre sujet aujourd'hui, c'est la migration de Jira d'une version on-prem serveur à une version que je vais appeler Atlassian Cloud. Alors, on va aujourd'hui parler un peu d'info nuagique, etc. Mais pour pas qu'il y ait de confusion avec ce dont je parle exactement, je redéfinirai un petit peu ce terme plus tard, mais je vais vraiment parler d'Atlassian Cloud parce que c'est le nom du service qu'Atlassian propose. Donc, c'est juste pour éviter toute ambiguïté. C'est un sujet vraiment intéressant puisqu'il y a quelques années, la majorité de nos clients et puis la majorité des utilisateurs de Jira, je dirais de manière générale, se trouvaient vraiment sur serveur. Je dirais que c'était le type de déploiement le plus commun. Mais depuis quelques années, Atlassian a investi énormément euh, dans leur offre donc, qu'ils appellent Atlassian Cloud ou Jira Cloud. Et, euh, et vraiment ont développé quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous connaissez en serveur, mais qui est devenu vraiment très intéressant, tellement que 90% des nouveaux utilisateurs Atlassian commencent aujourd'hui sur le cloud. Donc je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est vraiment plutôt parce que vous avez déjà une expérience sur Jira serveur et que vous voulez voir ce que ça pourrait donner sur le cloud. Vous êtes dans un processus de réflexion par rapport à migrer sur Atlassian Cloud. Mon objectif aujourd'hui, ça va être justement de vous montrer les avantages principaux de migrer vers Jira Cloud. Donc, pourquoi est-ce que vous voudriez migrer? Quels sont les éléments qui sont vraiment intéressants? On parlera aussi un peu des différences, vraiment des choses à prendre en compte quand on va migrer de serveur vers l'environnement cloud. Et on parlera aussi du processus de migration. Donc, quelles sont les étapes de haut niveau au travers desquelles il faut vraiment passer pour garantir le succès de notre migration vers Jira Cloud. Au travers de ces différentes étapes, et comme on ne peut pas tout couvrir en un webinaire d'une demi-heure, je vais essayer de vous donner aussi des clés et de vous pointer vers des documentations d'Atlassian qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin et d'avoir vraiment un peu plus d'informations par rapport à ces différents sujets. Donc le but, c'est vraiment aussi d'essayer de vous montrer où sont les ressources que vous pouvez utiliser pour préparer cette migration. À la fin de la session, on aura des questions-réponses. Donc normalement, vous devriez être capable de poser des questions au travers du panneau GoToWebinar. S'il y a des questions que vous ne voulez pas poser nécessairement ici ou que vous souhaitez, enfin, ou qu'on n'a pas le temps auquel on n'a pas le temps de répondre avant la fin de ce webinaire, je vous inviterai à la fin à noter l'adresse courriel qu'on a et à nous joindre directement là-dessus. Ça sera peut-être aussi très intéressant de continuer cette discussion après le webinaire. Donc sans plus tarder, très rapidement, pour introduire un petit peu Valiantis pour les gens qui ne connaissent pas encore, nous sommes ce qu'Atlassian appelle des Platinum Solution Partners, donc des partenaires platine en français. Notre rôle vraiment, c'est d'accompagner des entreprises au travers du monde dans leur utilisation des outils pour essayer de les aider à utiliser les outils au mieux possible. Les outils Atlassian, on est 100% dédié à Atlassian. Le niveau platine, il est principalement axé sur l'expertise de nos consultants et des gens qui travaillent sur les projets pour nos clients et principalement sur leur certification et accréditation. On a trois types d'activités principales. En premier lieu, et le plus important, c'est nos services professionnels, et j'y reviendrai dans 2 petites secondes. On fait aussi la gestion des licences pour nos clients, hein, et puis là, récemment, Atlassian a annoncé des changements de prix, et puis si vous êtes en train de regarder pour migrer vers un autre modèle, c'est quelque chose qui peut être un petit peu complexe à prendre en main, donc on a des experts dédiés pour vous assister avec les licences aussi. Et on a
une filiale de Valiantis qui s'appelle Elements, qui est spécialisée dans le développement d'add-ons ou d'apps, comme Atlassian les appelle, pour la marketplace, donc pour Jira et pour Confluence. Vous connaissez certainement Elements Connect, qui aujourd'hui s'appelle, enfin qui avant s'appelait Enfeed, et qui est principalement utilisé pour aller chercher de l'information à l'extérieur de Jira et la montrer dans Jira. Très rapidement encore, notre but, c'est vraiment d'être capable d'aider nos clients à toutes les étapes de leur aventure avec les outils Atlassian. Donc, que ce soit au tout début de l'implémentation avec vraiment le cadrage, la définition des prérequis, les premières installations, la formation des équipes, jusqu'à plus tard, des opérations de maintenance comme des upgrades, donc des montées de version, ou évidemment des migrations. Alors les migrations, on ne parle pas simplement de migration de serveur vers cloud, on fait tout type de migration, que ce soit serveur vers data center ou aussi des migrations depuis d'autres outils vers Jira et vers la suite Atlassian en général. On a aussi une partie de notre équipe de notre équipe qui est dédiée à l'hébergement. Donc, on va pouvoir héberger des versions on-prem, comme les appelle Atlassian, donc que ce soit serveur ou data center, pour nos clients et les gérer pour eux. Et on a une équipe de support qui est aussi capable d'apporter un support 24/7 pour nos clients. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler de la migration et ma première étape, c'est vraiment plus de se concentrer sur les bénéfices du cloud Atlassian. Et avant de rentrer vraiment dans le cloud Atlassian ou dans le nuage Atlassian, je voudrais préciser un petit peu ce que c'est. Donc, on disait tout à l'heure, le cloud, ça peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. Là, on se concentre vraiment sur le service SaaS, Software as a Service, comme dirait Atlassian, que Atlassian offre pour ses clients. Donc, c'est une version un petit peu différente des outils. C'est pas exactement la même version que vous allez retrouver sur Jira Server. Il y a des différences qui sont vraiment notables, comme des différences d'interface, on en reparlera un petit peu après. Et il y a des différences qui sont plus subtiles et plus techniques, et on pourra y revenir aussi. Il y a plusieurs outils de la suite Atlassian qui sont disponibles sur cette version cloud. Aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur Jira parce que je pense que c'est le plus emblématique et le plus intéressant pour discuter. Mais sachez que les concepts et les différences principales vont s'appliquer aux autres outils aussi. J'ai mentionné donc une version hébergée par Atlassian. Vraiment, Atlassian va gérer toute l'infrastructure pour vous et ça sera complètement transparent. Donc pour vous, vous n'avez pas accès ou pas de visibilité sur cette infrastructure qui est gérée par Atlassian pour vous. Ça veut dire plusieurs choses. L'avantage, c'est évidemment, et si vous avez une instance serveur aujourd'hui, vous savez certainement que la garder sur un cycle de mise à jour régulier, la maintenance au jour le jour, c'est des choses qui demandent du temps, des ressources et qui ne sont pas toujours évidentes. Donc tout ça, c'est aujourd'hui dans la version cloud, c'est Atlassian qui va s'en occuper et vous n'avez plus besoin de consacrer du temps et des ressources sur ces éléments-là. Un des points importants là-dessus, c'est que l'outil est mis à jour en permanence par Atlassian. Donc, vous êtes toujours sur les versions les plus récentes, très utiles, notamment en ce moment pour des questions de sécurité. Vous avez toujours les patchs, etc., qui sont impliqués. Et puis, pour des nouvelles fonctionnalités, etc., qu'on va voir dans un second temps. L'autre avantage, c'est que Atlassian a mis beaucoup d'efforts à développer une infrastructure qui soit sécurisée et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc, le but, c'est vraiment que vous n'ayez pas à vous soucier de cette infrastructure. Donc, pour ça, il y a un certain nombre de niveaux de conformité qui ont été mis en place par Atlassian et dont vous bénéficiez directement sans avoir à construire une infrastructure et à réfléchir à tous ces aspects-là. Pour vous, c'est simple. Il suffit de se connecter et de commencer à utiliser les outils. L'autre, et je dirais que c'est un petit peu un effet secondaire de la mise à jour automatique, c'est que vous bénéficiez de nouvelles fonctionnalités de manière régulière et il n'y a pas besoin d'attendre une
une mise à jour ou d'attendre une version majeure pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités. Je le disais tout à l'heure, Jira Cloud versus Jira Software, c'est deux versions qui sont un petit peu différentes et qui sont aujourd'hui développées par des équipes différentes et avec une roadmap un petit peu différente. Donc il y a des fonctionnalités qui arrivent sur Jira Cloud et qui vont peut-être un jour arriver sur Jira Server, et il y en a d'autres qui vont simplement être là pour le cloud et qui ne seront pas nécessairement sur le serveur dans le futur. Donc ça, c'est un point très important, et un bon exemple de ces nouvelles fonctionnalités, c'est les projets qu'Atlassian appelle Next Gen. Et c'est des projets qui amènent des fonctionnalités intéressantes dans Jira Cloud, notamment et principalement la possibilité d'avoir des projets créés par n'importe quel utilisateur sans leur donner de droits particuliers pour configurer les éléments à l'intérieur. C'est des projets un petit peu simplifiés. Et il y a des fonctionnalités en plus qui viennent se rajouter, notamment la notion de roadmap qu'on reverra tout à l'heure, qui est un moyen vraiment intéressant d'explorer un petit peu comment, d'explorer la feuille de route d'un projet. L'autre aspect important sur le cloud et un avantage intéressant, c'est que cette version de Jira et des outils en général est marche très bien sur mobile. Et donc, on a des applications pour les cellulaires, pour Jira Software, enfin Jira de manière générale, Jira Service Desk et Confluence qui sont complètement supportés. Du côté serveur, aujourd'hui, il n'y a qu'une version pour Confluence qui est complètement supportée. Le reste, on a une version de Jira Software qui est en bêta pour l'instant. Donc vraiment, il y a un dynamisme et des nouvelles fonctionnalités qui sont publiées de manière beaucoup plus fréquente que sur les versions serveurs, et surtout sans que vous ayez besoin de prendre des actions de votre côté. Donc c'est quelque chose dont il faut être conscient aussi, parce qu'en termes de gestion du changement, il faut être conscient qu'on va être notifié de ces changements, il faut les prendre en compte parce qu'on ne peut pas vraiment les reporter. Mais c'est vraiment intéressant quand on va avoir ces nouvelles fonctionnalités et s'assurer d'être toujours à jour avec l'outil. On va aussi avoir plusieurs possibilités de déploiement, ou plutôt plusieurs offres dans le cloud, je vais dire. On a aujourd'hui, enfin pendant très longtemps, il n'y avait qu'une offre qui s'appelait Standard et qui était vraiment le défaut sur le cloud. En termes de fonctionnalité, ça ne change pas grand-chose, enfin ça change même rien du tout par rapport à la nouvelle version premium qui est en train d'être sortie. C'est vraiment plus une considération sur le niveau de service pour l'entreprise. Donc, en standard, sur le cloud, on a toutes les fonctionnalités de base de l'outil et on a un stockage qui est limité et on a accès au support standard d'Atlassian, le même que vous avez pour les versions serveurs. Avec la version premium qui a trait plus à l'équivalent data center, si on fait la comparaison avec les versions on-prem d'Atlassian, donc qui est plus pour des entreprises potentiellement au-dessus de 2000 utilisateurs. Là, on va avoir des fonctionnalités un petit peu plus poussées au niveau du service. Donc déjà, on va avoir un engagement contractuel au niveau des SLA, ce qui n'est pas le cas sur la version standard. Et on va avoir un espace de stockage illimité. Effectivement, plus on a d'utilisateurs et de pièces jointes, ça va être très important. Et surtout, on va avoir un support inclus, qui est le support premium, qui est déjà, au lieu d'être de 9 à 5, qui est 24/7, mais qui en plus est un petit peu plus agressif, un petit peu plus poussé que le support standard. Encore une fois, c'est une des options qui existent. Hein. Là, on parle vraiment du cloud Atlassian. Si vous avez des besoins vraiment particuliers, il y a d'autres options qui existent. Il est possible de faire héberger votre instance dans des versions de data center, par exemple, par Valantis aussi. C'est aussi faisable. Mais là, la concentration, c'est vraiment sur ces outils qui vont vous apporter plus que simplement l'hébergement. Et donc, comme je vous disais, un petit peu toute cette nouvelle fonctionnalité. Maintenant, on va pouvoir entrer un petit peu plus dans les détails et aller voir les différences importantes entre notre version serveur et notre version cloud. Oups, excusez. Je vais me concentrer sur ma version cloud, et la différence majeure que vous allez constater et que vos utilisateurs vont constater, c'est vraiment l'interface. L'interface change, c'est un nouveau type de design et il y a différents éléments qui sont vraiment qu'il faut vraiment appréhender d'une manière un petit peu différente. Donc tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans mon instance et je vais pouvoir vous montrer ça. Donc je suis sur une instance de cloud basique.
Et on va pouvoir voir que là, je suis dans mes tableaux de bord par défaut. Donc on voit déjà qu'il y a une notion de design qui est un petit peu différente, un petit peu plus moderne, avec des couleurs par défaut qui sont un peu différentes. Mais ce n'est pas le plus important dans les changements qu'on voit aujourd'hui et qu'on voit ici. Si on regarde, le principal changement, c'est que ma barre de navigation horizontale a complètement disparu. Elle est remplacée par cette barre verticale sur la gauche et ce panneau de navigation. Donc ce panneau de navigation, lui, il est contextuel. Ça veut dire qu'il va changer en fonction de l'endroit où je me trouve dans mon Jira. C'est presque similaire, enfin il y a des éléments qui seront assez similaires à la manière dont notre panneau se comportait dans Jira Server, mais on va avoir quelques fonctionnalités en plus. Donc là, moi, je suis vraiment dans mon point de départ pour Jira, mon menu principal pour Jira Cloud, où je vais avoir la liste de mes projets, mes tableaux de bord, et je vais pouvoir avoir accès aussi, évidemment, à la section où je vais pouvoir chercher des demandes. J'ai toujours mon mode avancé avec le JQL. On voit simplement que l'interface est assez raffinée, mais il n'y a pas énormément de changements de ce côté. Je reviens sur mon menu, je peux me déplacer vers mes projets. Donc là, j'ai la liste de tous mes projets, j'ai les projets récents. Alors, c'est une instance de démonstration, j'ai que 2 projets, un service desk et puis un projet NextGen dans lequel on va aller tout de suite. Sur la gauche, et cette barre sur la gauche ne bougera pas, elle restera là tout le temps. Si je clique ici, ça me ramène sur ce menu principal. Là, je vais avoir la possibilité d'avoir des éléments que je vais favoriser, donc que je vais pouvoir voir à tout moment depuis cet onglet, ainsi que des éléments récents en fonction des différents éléments que j'utilise. Par exemple, moi j'ai Jira Services installé, donc je vois les files d'attente récentes que j'ai ici. Donc ça, c'est assez pratique pour pouvoir retrouver rapidement où j'étais, les dernières choses que j'ai vues. Et il y a effectivement un raccourci clavier aussi qui vous permet d'ouvrir cet élément-là. Le panneau suivant est presque similaire, mais on est vraiment dans la recherche. Donc là, c'est un accès rapide à la recherche d'informations et à la recherche de tickets. Donc on va pouvoir faire notre recherche selon différents critères ici et très rapidement avoir un résultat. Et on va pouvoir aussi avoir une vue sur les éléments récents. Là aussi, j'ai un raccourci clavier qui va pouvoir m'aider. Notre bouton créer est remplacé par ce plus. Donc au lieu d'avoir notre bouton créer en haut, on va avoir un petit plus ici et la visualisation de la création de tickets est relativement similaire à ce qu'on connaît sur serveur. Donc voilà pour la navigation. Ici, je vais avoir quelque chose d'assez pratique, c'est que je vais pouvoir retrouver toutes mes notifications. En l'occurrence, j'en ai pas sur cette instance, mais c'est quand même relativement pratique. On va pouvoir changer d'application au travers de ce bouton-là. Donc là, j'en ai plusieurs. Et le reste, c'est des éléments classiques. Moi, je suis administrateur, donc je vois les fonctionnalités de configuration. Et on va pouvoir régler les informations au niveau du profil. Maintenant, pour aller un petit peu plus dans les détails sur un projet, par exemple, quand on vient sur un nouveau projet NextGen, donc comme j'ai mentionné, ces projets-là n'existent que sur le cloud, on va avoir la possibilité d'avoir des roadmaps. Et ces roadmaps, c'est un outil assez intéressant pour visualiser un petit peu, non seulement l'avancement du projet, mais aussi le futur et les différents éléments qu'on va devoir prendre en compte pour ces éléments-là. Donc on va pouvoir très rapidement créer une épique ou un épique depuis cette liste ici. Donc par exemple, je vais appeler la notre exemple. pas très original aujourd'hui. Donc mon épique est créé et je vais pouvoir très facilement faire glisser et déposer pour mes dates de début, mes dates de fin. Ce qui me permet quand même d'avoir de manière très visuelle et très facile d'ajuster mon programme à ce dont j'ai besoin. Donc, par exemple, je vais mettre cette épique à la fin et on va pouvoir très facilement créer des dépendances entre deux épiques. Et si jamais elles sont mal placées, on va pouvoir voir cette dépendance pose un problème. Une épique, on va pouvoir évidemment aller au travers, ajouter une description, c'est vraiment comme de manière classique. C'est un type de demande qui est un petit peu différent puisqu'elle correspond vraiment à une épique dans un projet NextGen. C'est pas tout à fait la même chose que vous retrouverez dans un projet classique. Et on va pouvoir lier tout type de demande pour faire le suivi. Donc vraiment une interface relativement intéressante pour avoir une vision de haut niveau. Ça emprunte des choses à Portfolio par exemple, mais c'est quand même relativement simplifié. Les tableaux sont relativement, ou les boards sont relativement similaires à ce que vous connaissez. Les cartes sont un petit peu épurées, mais pas de grosses différences à ce niveau-là. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir par contre la vue des
tickets ou la vue des demandes qui, elle, change un petit peu. Donc, il y a Atlassian a introduit une nouvelle manière de visualiser les tickets qu'ils appellent la nouvelle, enfin, New Issue View, qui est relativement simplifiée. Donc, on va avoir ici, on va avoir principalement sur mon panneau de gauche, le panneau principal, on va avoir uniquement le titre, les actions, la description, les pièces jointes et puis les activités, donc les commentaires. Donc c'est vraiment très simplifié et sur la droite, c'est là où on trouvera toute notre information, nos champs personnalisés, vraiment tous les champs qu'on retrouvait avant, juste en dessous du titre ou du summary, tous les champs qui étaient là sont maintenant sur notre droite et si on en avait plus que ça, on aurait la possibilité de les afficher tous en descendant. Cette vue qui est quand même vraiment simplifiée, on n'est pas obligé de la voir. L'utilisateur peut choisir de repartir sur la vue classique d'une demande. Mais dans un projet Next-Gen, voilà, on les a par défaut et c'est vraiment relativement simplifié. Ça permet quand même d'être un petit peu plus clair dans la manière dont on gère ces informations. Voilà pour ce que je voulais vous montrer dans l'outil. Maintenant, on va pouvoir retourner dans ma présentation pour continuer avec les différences. Une autre différence intéressante et importante, c'est la manière dont on va gérer les utilisateurs dans notre environnement cloud. Vous avez certainement l'habitude d'avoir peut-être Jira intégré avec un Active Directory, un plugin spécialisé pour le single sign-on, et puis peut-être un autre plugin pour l'authentification à 2 facteurs ou quelque chose comme ça. Si vous voulez utiliser ces fonctionnalités dans le cloud d'Atlassian, vous allez certainement considérer un outil qui s'appelle Atlassian Access, qui n'est pas un plugin pour Jira, qui est plutôt l'équivalent de Crowd, donc un autre produit Atlassian, qui vient se rajouter sur votre organisation, au niveau de l'organisation cloud. Donc, Atlassian Access va fonctionner pour tous vos outils cloud. Donc, si vous avez Jira, Confluence, etc., vous allez pouvoir tout gérer depuis Atlassian Access. Et ça va vraiment vous apporter ces fonctionnalités que je mentionnais tout à l'heure, de single sign-on, authentification à facteurs multiples. Et puis, vous allez pouvoir gérer tout ce qui a trait à la gestion des utilisateurs et à l'authentification des utilisateurs depuis la même place. Au niveau de la gestion des utilisateurs, c'est important de noter que vous ne pouvez pas connecter votre Active Directory directement avec Jira Cloud pour l'instant. Vous devez le faire au travers de Atlassian Access et de Active Directory ou Azure Active Directory, l'outil de Microsoft en ligne. Donc ça, c'est des précisions. Évidemment, on peut aller un petit peu plus loin dans les détails au besoin. Mais sachez que c'est plus une fonctionnalité de base de Jira. Il va vous falloir cet outil pour gérer ces choses-là. C'est important de parler un petit peu du modèle de licence et des applications ou des apps, pardon, donc les plugins pour Jira. Parce que c'est vraiment un modèle différent. C'est un modèle qui est basé sur une souscription qui peut être ou mensuelle ou annuelle. Si vous choisissez la souscription mensuelle, vous allez payer pour le montant exact d'utilisateurs que vous avez ce mois-là. Par contre, vous n'allez pas nécessairement avoir un cap, donc plus vous rajoutez d'utilisateurs, plus la facture pour ce mois-là va monter. Par contre, si vous choisissez la facturation annuelle ou la souscription annuelle, dans ce cas, vous repassez dans un système de paliers d'utilisateurs comme on a sur serveur. Donc, par exemple, de 50 ou de 51 à 100. Et si vous voulez plus que ça, il faudra procéder à une upgrade ou une montée, enfin un ajout d'utilisateurs avec Atlassian. Ou au travers de Valentis, si vous avez vos licences au travers de Valentis. Donc ça, c'est important parce que le modèle de la souscription, ça veut dire que si vous arrêtez de payer, vous n'aurez plus accès à l'outil, évidemment. Donc il faut réfléchir autour de ça. Les applications, elles vont suivre le même modèle que ce que vous avez choisi. Donc si vous avez choisi d'y aller mensuellement, les applications ou les apps
les composants traditionnels, il y a vraiment beaucoup de noms pour ces add-ons, vont suivre le même modèle de facturation et donc vraiment s'aligner sur ce que vous avez. On a toujours besoin d'avoir le même nombre d'utilisateurs de l'application et de Jira et de l'add-on qui vient se rajouter dessus. Il y a un point important, puisqu'on parle des apps ou des add-ons, c'est que il y en a qui ont vraiment des différences importantes avec ce que vous connaissez des serveurs. Donc, il y en a qui existent des deux côtés, qui existent en version serveur et en version cloud, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes fonctionnalités. Et à cause du fait que vraiment c'est deux bases de code différentes et deux outils relativement différents, il y a des add-ons qui simplement ne sont pas compatibles avec les versions cloud. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en compte au moment où vous faites votre réflexion, votre préparation de la migration, d'aller au travers de cette analyse de ces différents éléments. On en reparlera dans quelques minutes, mais c'est un point vraiment, vraiment intéressant. Et si vous utilisez des fonctionnalités particulières d'add-on, avant de vous lancer, assurez-vous effectivement que ça existe et que vous allez pouvoir transférer ce que vous avez. Alors j'avance un peu plus rapidement parce que je vois qu'on arrive à la fin de notre demi-heure. Évidemment, on ne peut pas couvrir toutes les différences en un simple webinaire. Donc, ce que je vais faire, et enfin, vous recevrez ces liens par la suite, si vous voulez prendre une capture d'écran, allez-y. Mais c'est de vous référer à deux endroits vraiment importants de la documentation d'Atlassian. Il y en a une qui va vous présenter plus en détail les différences, on va dire, techniques entre le type de déploiement serveur ou data center et la version cloud, et une qui va plutôt s'attarder sur les fonctionnalités vraiment dans l'outil et dans Jira qui sont différentes. Donc, avant d'aller plus loin dans votre démarche de réflexion, consultez ces deux pages de documentation qui sont relativement exhaustives et qui vont vous permettre d'avoir une bonne idée de ce qui est faisable et pas faisable dans le cloud, et ce que vous allez avoir en plus dans le cloud et que vous n'avez pas sur serveur. En termes de processus, alors j'ai pris ce processus directement depuis Atlassian, donc c'est pour ça que c'est en anglais, je m'excuse, mais je voulais le garder tel quel parce que c'est vraiment très proche aussi de la manière dont nous on fonctionnerait si on vous assistait dans un projet de migration vers le cloud. C'est des étapes extrêmement importantes à prendre en considération et je dirais que les trois premières sous-étapes sont les plus importantes. Le reste, vous serez plutôt en autopilote, si je peux dire, en pilote automatique, une fois que vous aurez fait tout le travail qui vient en amont. Le plus important, c'est de commencer par un audit ou vraiment une analyse de votre situation actuelle. Donc, il faut regarder d'une part vos licences actuelles pour s'assurer que vous optimisez la manière dont vous allez passer vers le cloud. Il est aussi important d'aller regarder dans les détails vos instances. Donc, si vous avez une instance ou plusieurs, il va falloir vraiment regarder en détail, premièrement, le volume et la taille de cette instance en termes de données que vous avez dessus, parce que ça va représenter un effort plus ou moins important de le migrer vers le cloud. La manière dont vous gérez les utilisateurs, toutes les apps ou les add-ons que vous utilisez. Et aussi toutes les configurations un peu particulières ou les scripts, par exemple, que vous utilisez sur votre instance. Tout ça, il va le passer en revue et faire une analyse des écarts entre ce que vous avez là et ce qui est compatible avec le cloud. Une fois que ça c'est fait, ça devrait vous donner une idée assez avancée du travail qui reste à faire pour pouvoir rendre votre situation actuelle compatible avec une migration vers le cloud. Je recommande aussi de regarder attentivement toutes les questions de sécurité, de compliance, on a un petit peu parlé, ou de sécurité, mais aussi de gestion des données, etc. Puisque si vous êtes habitué à voir les choses derrière votre pare-feu d'entreprise, là, on vient exporter l'information sur un serveur qui est ailleurs et qui est géré par quelqu'un d'autre. Donc, c'est important de passer ces éléments-là en revue, de s'assurer que c'est compatible avec les politiques internes de l'organisation pour éviter tout problème et pas se lancer dans un projet qui de toute façon ne pourra pas aboutir, par exemple, et puis d'avoir conscience des différents éléments qui changent et d'être prêt pour ça.
La deuxième étape, c'est effectivement de prendre la décision. Une fois qu'on a fait cette analyse des écarts, qu'on a une bonne idée du travail qu'on va avoir à faire pour mettre les choses en place, on va pouvoir décider d'y aller ou non et puis décider un petit peu de la stratégie. Donc là, ce que je recommande, c'est vraiment de passer un peu de temps aussi à regarder ce qu'on va vouloir migrer, puisque ça peut être une bonne occasion de faire le ménage et de sélectionner que certains projets, certaines informations de notre instance actuelle, de garder par exemple notre instance de serveur comme une instance d'archive et de migrer uniquement les choses dont on a vraiment besoin pour avoir euh, un départ plus propre sur notre nouvelle instance cloud. Il y a évidemment la notion à cette étape de développer la recette, les différentes étapes auxquelles on va, à travers desquelles on va passer pour faire notre migration. Une fois que ce plan de migration est fait, on va pouvoir tester. Et puis évidemment, les étapes d'après se suivent de manière relativement logique. On teste, si c'est validé, on passe à la migration. Il y a une notion importante, vous l'avez vu, l'interface change et la mise à niveau du savoir des utilisateurs, vraiment de pouvoir les accompagner dans cette transition, leur montrer les différences pour pas qu'il y ait de frustration et de perte un petit peu de productivité à ce niveau-là. Donc c'est important de les accompagner et s'assurer que la gestion du changement se fasse bien à ce niveau-là. Et une fois que ça s'est fait, que tout le monde est mis en place et que les choses fonctionnent, c'est là que vous allez pouvoir commencer à vraiment optimiser en utilisant les nouvelles fonctionnalités de ce cloud et d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà pour le processus, je dirais, de haut niveau, évidemment, c'est quelque chose qui peut être énormément raffiné et de notre côté, on a nos propres méthodologies par rapport à ça, mais c'est vraiment, j'insisterai sur ces deux premières phases de vraiment prendre le temps de regarder en détail qu'est-ce qui fonctionne pas, comment est-ce qu'on va changer les choses pour que ça fonctionne, de faire notre plan avant de se lancer dans la migration à proprement parler ou de commencer à avoir des équipes sur le cloud, par exemple, etc. Ce qui rend après les changements un peu plus complexes. Donc, vraiment de prendre le temps d'étudier et de faire ça de manière assez structurée, je pense que c'est vraiment un facteur de succès dans une migration. Donc, encore une fois, on ne peut pas répondre à toutes les questions en quelques minutes ou en quelques dizaines de minutes. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est deux choses. Si vous êtes dans un processus de réflexion par rapport à votre situation et si vous pouvez migrer vers le cloud, n'hésitez pas à nous contacter directement. On est là pour ça, ça fait partie des choses qu'on fait et on va pouvoir vous accompagner dans cette phase de réflexion, mais après aussi évidemment dans l'implémentation, l'accompagnement des utilisateurs. Mais il y a deux ressources très importantes que je vous recommanderais aussi de consulter. Et encore une fois, les liens vous seront envoyés dans les prochaines 24 heures. Mais si vous voulez les voir directement, on a ce qu'Atlassian appelle le centre de migration Atlassian. Alors c'est en anglais, mais et vous allez retrouver plein de types de ressources différentes par rapport à la migration vers le cloud, des choses de plutôt haut niveau et des choses plus précises qui vont vraiment vous permettre d'avoir une idée globale et avoir plus d'informations sur ce que vous allez trouver sur le processus de migration en ligne. Et si vous voulez rentrer encore plus dans le détail, et vous avez des liens sur ce centre de migration, pour ma deuxième suggestion, c'est de consulter la documentation qui a été faite sur la migration vers le cloud, qui est mon deuxième lien ici, et qui va vous permettre vraiment d'aller un petit peu plus en détail. Et ça reprend d'ailleurs cette image, c'est là que vous allez le trouver, les différentes étapes de ce processus. Plus en détail avec vraiment des informations un petit peu plus poussées. Donc ces 4 liens que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est vraiment un bon point de départ pour avoir de l'information sur ces migrations.